Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les sommaires. 7 mois après la découverte de son corps sans vie, l'ex-ministre de Transport Chéribin Okende sera enterré demain, 20 mars 2024. Les cérémonies funéraires ont débuté ce mardi. À l'approche de la journée internationale de la francophonie, le gouvernement congolais a décidé de ne pas organiser des cérémonies officielles le 20 mars 2024. Les raisons vous seront données dans ce journal. Et enfin, en Haïti, les attaques des gangs continuent dans le pays. 14 corps sans vie ont été retrouvés dans la capitale Port-au-Prince. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Débutons ce journal avec cette actualité. À l'Assemblée nationale, la commission chargée de rédiger le projet du règlement intérieur propose que les députés aient un deuxième assistant parlementaire payé 3 300 $ américains par l'État. Réagissant à ce sujet, Noël Tchani a demandé de fixer un salaire minimum de 1 000 $ américains par mois pour tous les travailleurs de la RDC. Les détails dans cet élément de Ginette Fika. La commission chargée d'élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale avait proposé que les députés aient un deuxième assistant parlementaire qui sera basé dans la circonscription électorale et pris en charge par la Chambre basse du Parlement. C'est un rapport qui a été lu par le rapporteur de la commission spéciale, Geneviève Unagossi. À son tour, Noël Tchani a demandé à l'Assemblée nationale de fixer par la même occasion un salaire minimum garanti dans les secteurs privés et publics à 1 000 $ américains par mois pour toute personne travaillant en République démocratique du Congo. Il a ajouté cependant « Soyons justes à l'égard de tous nos citoyens, fixons aussi par la même occasion les salaires d'autres catégories socio-professionnelles. » Je l'ai annoncé au sommaire, Chéribin Okende va être inhumé demain 20 mars 2024. Les cérémonies funéraires ont débuté ce mardi et Moïse Katumbi, le président national d'Ensemble pour la République qui a connu quelques difficultés pour quitter la ville de Lubumbashi, est finalement arrivé à Kinshasa. Quelques détails dans cet élément de Patricia Bomolo. Le programme funéraire prévoit une veillée mortuaire ce mardi dans la salle Ave Maria à Gombe. Il y est prévu notamment un office religieux et des témoignages. La cérémonie de mercredi à l'hôpital du Cinquantenaire est officielle et plutôt protocolaire avant l'inhumation au nécropole entre ciel et terre. Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, dont le défunt était le porte-parole, se trouve déjà à Kinshasa depuis le début d'après-midi de ce mardi. Son déplacement a connu un bref couac à Lubumbashi à cause du retard dans la délivrance de l'autorisation de survol de son avion dont la demande avait été introduite depuis la semaine dernière. Pour rappel, Okende avait été retrouvé sans vie à bord de sa voiture le 13 juillet 2023 sur la route des poids lourds non loin de la gare centrale à Gombe. Il avait été vu pour la dernière fois la veille au parking de la Cour constitutionnelle où il était allé déposer un courrier. Les enquêtes sur cette mort ont connu des troublantes péripéties malgré l'implication pour l'autopsie d'experts belges et sud-africains ainsi que ceux de la MONUSCO. Jeudi 29 février, au cours d'une communication, Firmin Vendée, procureur général près la Cour de cassation, avait laissé entendre que les enquêtes étaient closes et qu'elles auraient conclu à un suicide. Toute déclaration contraire sera passible de poursuite pour propagation des faux bruits.
Après effondrement partiel d'un immeuble à 5 niveaux le lundi 18 mars 2024 à Kinshasa, les autorités ont annoncé une opération de démolition complète de celui-ci et une enquête. Cette annonce a été faite par le gouverneur Jantiningo Bilambaka qui s'était rendu sur place le même lundi. On l'écoute. Nous avons été alertés depuis le matin qu'il y avait un bâtiment qui s'était donc affaissé. Nous sommes arrivés constater le fait. Et là, visiblement, c'est un bâtiment de plus de 8 niveaux, donc rez-de-chaussée plus 8 étages. Et le rez-de-chaussée ainsi que les 2 premiers niveaux sont enfouis déjà sous terre. Et visiblement, le bâtiment ne présente pas de fissures, mais il faut nécessairement les démolir pour éviter qu'il y ait d'autres accidents par après. Jusque-là, nous ne connaissons pas les propriétaires, les ingénieurs ainsi que les ouvriers qui travaillaient dans le chantier. Ils ont tous fui. Nous avons chargé notre chef de quartier, c'est cette maman ici, c'est elle qui va donc nous fournir des éléments, nous donner notamment les coordonnées des responsables des chantiers ainsi que les propriétaires du bâtiment. Alors à notre niveau, la ville se limite à donner les autorisations de bâtir pour des bâtiments de rez-de-chaussée plus un seul niveau. Au-delà, c'est le gouvernement central, notamment le ministère de l'Urbanisme. Et comme ça se passe dans notre ville, nous sommes obligés de suivre. Et là, j'ai demandé à mes services de prendre des dispositions pour démolir complètement ces bâtiments ici. Et dans un communiqué publié le 18 mars 2024 par le ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, des dispositions sont prises quant à la démolition de l'immeuble penché dans la commune de la Gombe, dont l'accès est interdit sur cette avenue. Suivez. Communiqué officiel. Le ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice de la ville-province de Kinshasa porte à la connaissance de la population quinoise en général et aux usagers de la route en particulier que l'accès sur l'avenue Kilolo Moussampa, ex-Malembankoulou, dans son tronçon compris entre l'avenue Batetela et rond-point Safricas au quartier Sosimat dans la commune de la Gombe est provisoirement interdit juste suite au risque d'effondrement d'un immeuble à la hauteur de la clinique médecin de nuit. À cet effet, les dispositions sont prises quant à la démolition du dit immeuble. En attendant l'évacuation des débris et pour 2 raisons de sécurité, il demande aux voisins de libérer impérativement les alentours jusqu'à nouvel ordre et instruit à la police nationale de veiller à la stricte observance de cette mesure. Il y a urgence, fait à Kinshasa le 18 mars 2024, Papi Mousseï Ntsanga. Évoluons dans ce journal. Un appel au patriotisme en cette période de guerre à l'est de la RDC a été lancé aux commissaires provinciaux de la PNC par le patron de la sécurité intérieure, Peter Kazadi, le lundi 18 mars 2024, lors d'un atelier organisé à Kinshasa. Ginette Fika revient. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise ont été reçus par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi. Ensemble avec les VPM, les commissaires ont échangé sur la crise sécuritaire qui sévit actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Sur ce, le patron de la sécurité les a exhortés au patriotisme et les a rappelé leurs responsabilités car selon lui, tenir ce genre de discours en cette période de guerre est une obligation suite également au comportement de certains responsables de la police, considérés comme de la trahison. Il est donc préférable de cultiver l'amour du service au profit du peuple, car l'ennemi ne cherche rien d'autre que les richesses du sol et du sous-sol. Puisque nous parlons de la guerre, sachez également que les forces armées de la RDC, en collaboration avec le patriote résistant Ouazalindo, ont démontré une fois de plus leur force et leur détermination sur les terrains. Ces derniers ont récupéré la colline stratégique des Kabassé dans une région tourmentée dans l'est de la RDC. Patricia Bomolo pour les commentaires. Le lundi 18 mars 2024,
Les combats intenses ont opposé les FARDC et les Wazalendo à l'armée rwandaise et les terroristes du M23 sur les axes Sake et Chacha. À l'issue de ces affrontements, les FARDC ont réussi à récupérer complètement la colline des KBC, marquant ainsi un coup dur pour l'ennemi et a permis d'ouvrir des nouvelles perspectives stratégiques pour les opérations futures. Selon les sources concordantes, la capture de cette colline est d'une importance capitale car elle coupe les lignes de ravitaillement de l'ennemi, affaiblissant ainsi sa capacité opérationnelle dans la région. Cet exploit est le fruit d'une coordination efficace entre les FARDC et les patriotes résistants, une collaboration qui leur a permis d'atteindre leur objectif commun. En effet, cette victoire n'a pas été acquise avec facilité. Ils ont largué plus de 9 bombes dans la cité de Sake et ses environs, un acte qui a sémé la panique au sein de la population civile. Malgré cette tentative de perturbation, les forces loyalistes ont maintenu leur détermination et leur engagement envers la sécurité et la protection des civils. Les FARDC et les Wazalendo sont déterminés à déloger l'ennemi de toutes les entités qu'ils occupent. La restauration de la paix et la stabilité dans la région de l'Est de la RDC restent leur cheval de bataille ultime où les conflits armés ont sévi pendant trop longtemps, causant ainsi d'innombrables souffrances aux populations locales. Ça aussi, je voulais annoncer au sommaire. Vous le savez certainement que la Journée internationale de la francophonie est célébrée le 20 mars de chaque année. Mais malheureusement, cette année, la RDC a pris la décision de ne pas organiser des cérémonies officielles en raison de la situation difficile qui traverse le pays à cause des conflits dans sa partie est impliquant le Rwanda. Suivez. La décision est tombée. La République démocratique du Congo n'organisera pas des cérémonies officielles pour la Journée internationale de la francophonie célébrée le 20 mars de chaque année dans les 5 continents. Cette décision est prise compte tenu de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC où les combats font rage. Et également malgré l'importance du français dans le pays qui est le plus grand pays francophone après la France selon les chiffres de l'OIF. La journée placée cette année sous les thèmes « Créer, innover, entreprendre en français » coïncide avec une période de douleur pour la nation en proie aux conséquences douloureuses de la guerre dans sa région orientale. Au-delà d'une langue et d'une culture commune dont il y a lieu de promouvoir la beauté et la richesse, la francophonie internationale forme une communauté des valeurs qui y sont intimement liées. La solidarité, l'ouverture à l'autre, la diversité culturelle, la démocratie et la protection des droits humains. Notons que la République démocratique du Congo maintient des relations particulièrement tendues avec la direction de l'OIF, critiquant régulièrement l'attitude de la secrétaire générale de l'organisation Louise Mushikiwabo, qui est l'acquise de partialité en faveur du Rwanda dans les conflits qui opposent les deux pays. Mushikiwabo était d'ailleurs absente dans la capitale congolaise lors des 9e Jeux de la francophonie en 2023. Parlons santé dans ce journal. En Équateur, dans une région reculée, plus précisément dans le village de Bolomba, la population est confrontée à une urgence sanitaire qui nécessite une veille médicale et humanitaire dans les zones les plus isolées du globe. En seulement 2 mois, ce territoire a compté 35 décès causés par la variole du singe, cette maladie virale qui, bien que moins médiatisée que d'autres épidémies, n'est pas aussi moins mortelle. Plus de détails dans ces commentaires de Patricia Bomolo. Depuis la propagation de cette variole dans l'Équateur, le premier cas a été détecté dans le secteur de Lusanganya, plus particulièrement au sein du groupement Bokala, qui date de plus d'1 an. C'est depuis le mois de janvier de cette année que cette maladie a pris de l'ampleur dramatique qui a entraîné une hécatombe au sein de la population locale. 35 personnes sont mortes des monkeypox. Parmi les victimes, un pasteur de l'église Patmos décédé dans des conditions particulièrement éprouvantes pour sa communauté et qui a dû procéder à son inhumation en urgence. Une situation très alarmante que les proches du défunt, notamment son père et ses enfants, se trouvent dans un état critique frappé avec une vitesse incroyable par cette maladie. Les habitants de Monieka et des villages environnants sont très inquiets et déplorent un manque grave de réactivité et de soutien de la part des autorités locales et des organisations humanitaires.
Pour lutter contre cette maladie, il faut urgemment se procurer des ressources médicales, entre autres les médicaments et une sensibilisation suffisante aux mesures d'hygiène de base. Pour terminer, 14 corps sans vie ont été retrouvés lundi dans une banlieue aisée de Port-au-Prince. Nous sommes en Haïti où des membres de gangs ont mené des attaques sanglantes dans 2 quartiers de Pétionville. Le couvre-feu en vigueur depuis dimanche a été prolongé jusqu'au mercredi dans le département de l'Ouest qui englobe la capitale. Suivez. Un vent de panique à Pétionville, en banlieue de Port-au-Prince. Plusieurs corps sans vie ont été retrouvés lundi. Au détour des rues, les habitants tentent de dénombrer les victimes. J'étais sur ma moto, ils sont arrivés, ils ont commencé à tirer sur la station. Dieu merci, personne parmi nous n'est mort. Il n'y a que des entreprises qui ont été touchées. Ce n'est que ce matin au réveil qu'on a constaté le nombre de cadavres qu'il y a dans chaque coin des rues de Pétionville. Un journaliste sur place a compté 14 dépouilles et 2 habitants confirment en avoir vu une dizaine, sans pouvoir dire dans quelles circonstances ces personnes ont été tuées. Ils affirment que des bandits armés semaient la terreur dans la zone depuis la matinée. Il ne se passait rien de spécial. Ils sont venus tous cagoulés dans leur voiture, sur des motos, avec leurs propres ambulances, puis ils ont massacré la population de Pétionville. Une crise politique et humanitaire sévit en Haïti depuis près d'1 mois. Selon l'UNICEF, les Haïtiens pris au piège par les violences souffrent de famine et de malnutrition. L'aide humanitaire est difficile à acheminer. La semaine dernière, l'ONU, les États-Unis et la communauté des Caraïbes ont chargé les partis politiques haïtiens de mettre en place une autorité transitoire lors d'une réunion d'urgence, mais ces nominations tardent. Les observateurs internationaux espèrent que cette autorité de transition mènera le pays vers des élections libres et une sortie de crise. Mais plusieurs pays, dont les États-Unis et les États membres de l'Union européenne, ont préféré évacuer leur personnel diplomatique ces derniers jours. C'est par ce reportage de nos confrères de France 24 que nous mettons fin à ce journal, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal. 7 mois après la découverte de son corps sans vie, l'ex-ministre de Transport Chéribin Okende sera enterré demain, 20 mars 2024. Les cérémonies funéraires ont débuté ce mardi. Et à l'approche de la journée internationale de la francophonie, le gouvernement congolais a décidé de ne pas organiser de cérémonies officielles le 20 mars 2024. Les raisons vous ont été données dans ce journal. Et enfin, en Haïti, les attaques des gangs continuent. 14 corps sans vie ont été retrouvés dans la capitale Port-au-Prince. Les détails vous ont été donnés. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Retrouvez Ginette Fika demain à la présentation. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.